On en vient à la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Nous allons essayer de passer en revue la situation des LGBT+, un peu partout dans le monde. En France, les infractions anti-LGBT+, ont augmenté de 5% selon les associations qui parlent d'un contexte délétère. Aux États-Unis, la situation n'est guère meilleure. On en parle avec notre invité de ce samedi matin. Bonjour Flora Bolter, merci d'être avec nous. Vous co-dirigez l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Sous quel prisme aborder cette journée du 10 mai? Avec quel sentiment? Alors, bonjour. Effectivement, cette journée, elle est très particulière tous les ans, évidemment. C'est l'occasion de faire un peu le point. À l'échelle du monde, ce qu'on constate beaucoup, le maître mot, c'est vraiment la polarisation. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les droits avancent beaucoup et très vite, et des pays où, au contraire, ils reculent et où il y a une véritable mobilisation contre les personnes LGBTI+. En France, on a cette politisation, mais elle n'est pas très, elle est pour l'instant, elle est surtout une polarisation négative, c'est-à-dire qu'on a une augmentation d'un discours politique qui vise à rendre politique l'existence même des personnes LGBTI+, est problématique. On va revenir sur la situation particulière de la France dans quelques instants, Flora Bolter. Pardon, on peut peut-être rappeler aussi que cette date du 17 mai, ce n'est pas une date quelconque, puisque c'est un 17 mai que l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru. Absolument, c'était en 1990, donc l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales avec effet en 1993, et depuis, énormément de chemin a été parcouru. Dans beaucoup de pays, il y a eu un progrès vers la dépénalisation. On a encore beaucoup de pays où ça reste encore problématique, et c'est très problématique du point de vue des droits humains et du point de vue de la démocratie et de ce que les gens peuvent vivre. Mais on a vu aussi une meilleure prise en compte, du coup, une meilleure visibilité des personnes. Et du coup, les gens se sont habitués à voir dans leur famille, parmi leurs voisins au travail. Donc, une plus grande visibilité également des personnes trans, qui, elles, ont également, donc la transidentité a également été retirée Mhm. de la liste des maladies mentales, et donc une plus grande visibilité. Et on voit que la société a réagi avec à la fois une bien plus grande acceptation et une bien plus grande tolérance de manière globale, à l'échelle des opinions de manière générale, mais avec des poches qui se sont durcies, avec quelques personnes qui sont devenues plus extrémistes sur la question Justement, et qui voient dans ça un problème. Oui. et parmi ces personnalités extrémistes, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur celle de Donald Trump. On rappelle encore que Oui. la toute première Gay Pride, c'était aux États-Unis. C'était à New York le 28 juin 1970. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse de ça, on passe de ça à ce fameux décret genre que vous utilisez pour parler de Donald Trump. Donald Trump qui a signé cet executive order. Le texte précisément s'intitule « Défendre les femmes de l'extrémisme de l'idéologie du genre et restaurer la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral ». Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte de cette Gay Pride-là à aujourd'hui Donald Ouais. Trump et ce décret genre? En fait, ce qui s'est passé, c'est à la fois dans la société une plus grande ouverture et du coup une impression donc, du coup une plus grande visibilité, et pour beaucoup de personnes le fait d'être confronté à l'existence des personnes LGBTI+, à laquelle ils n'étaient peut-être pas complètement habitués. Mais ce qui s'est passé surtout dans les dernières années, c'est que des mouvements extrêmement conservateurs, des mouvements réactionnaires issus des États-Unis ont exporté, en lien avec des associations et des groupes politiques issus notamment d'Europe de l'Est, mais aussi d'autres régions. Ils ont exporté en fait tout un bréviaire de la haine qu'ils ont constitué de toutes pièces pour expliquer pourquoi, de manière très docte, pourquoi il faut se débarrasser des personnes LGBTI dans la société, et pour faire croire que l'existence des personnes LGBTI+ est un danger, que nous serions en train de convaincre les enfants de devenir LGBTI, ce qui évidemment n'est pas vrai. Et donc, pour justifier quelque part d'un point de vue idéologique cette notion qu'il fallait rejeter d'emblée au nom d'une vérité métaphysique
toutes les personnes LGBTI+, en priorité les personnes trans. Et on voit vraiment dans les mobilisations de ces dernières années, et aux États-Unis, il y a eu un premier executive order, il y en a eu plusieurs dans la première semaine, il y en a toute une série. En fait, c'est un déluge de législation qui sont pas, les personnes trans sont renvoyées de l'armée, par exemple. Mhm. Leur accès aux soins de santé qui leur sont spécifiques est rendu très compliqué dans de nombreux endroits. Elles ne peuvent plus voyager puisque sur leur passeport, la mention du genre n'est plus correcte. Mhm. Et donc, du coup, ça les expose à des violences. Et on voit évidemment, quand il y a une violence politique de cette nature-là, ce qu'on observe, c'est aussi une violence physique, des passages à l'acte et des personnes qui se permettent de harceler, d'injurier et voire d'agresser. Et Et c'est Flora très Bolter, vous relevez problématique. que ce basculement a des conséquences concrètes en Europe. L'Europe, justement, peut-être Oui. une bonne nouvelle. Il y a eu cette pétition lancée par une initiative citoyenne pour interdire les thérapies de conversion envers les personnes LGBT+, dans l'Union européenne. Elle a dépassé le million de signatures. C'est révélateur de quelque chose, non? Oui, c'est révélateur d'une attente parce que pendant que ces groupes qui existent et qui sont malheureusement très efficaces et qui se font entendre auprès des gens en répandant des fausses informations sur les personnes LGBTI+, ils existent et ils sont problématiques, mais en fait, concrètement, nos sociétés aspirent à ce qu'on laisse les personnes tranquilles, on aspire à ce qu'on reconnaisse leur existence et qu'on n'inflige pas du harcèlement aux personnes LGBTI+, parce que les pratiques de conversion ne convertissent personne. Ce sont juste des violences, qui peuvent être des violences physiques, des violences psychologiques ou du harcèlement. Et pour le coup, il y a cette demande à la fois du Parlement européen, précédemment, Mhm. et puis cette initiative citoyenne qui, heureusement, a réussi à remplir son quota et a très bien réussi dans de nombreux pays, notamment la France. Et donc, on va voir, parce qu'il va y avoir le décompte des pays, il y a aussi un seuil de nombre de pays. Mhm. Donc, on verra si le Parlement européen peut s'en saisir, si l'Union européenne se saisit de la question. Ça, à l'heure actuelle, ça dépasse légèrement de ses missions, mais concrètement, c'est quelque chose qui cause souci dans tous les pays et pour lequel de nombreux pays ont demandé un texte un peu Mhm. européen parmi tous les textes répressifs existants. La France, vous parliez de polarisation tout à l'heure, Flora Bolter. Les violences contre les personnes LGBT+, on l'a dit, ont augmenté de 5% selon des associations. Cette polarisation, d'où est-ce qu'elle vient? On sait par exemple que le débat sur le mariage pour tous a laissé des traces, mais il y a une quantité de conséquences. On peut penser aussi aux violences dans le monde du sport. Cette polarisation, elle s'explique comment? Elle vient d'où? En fait, c'est aussi lié à la fragmentation de nos espaces de communication et des chambres d'écho qu'on peut avoir, où va se répandre un discours anti-LGBT dans certains endroits qui ne va pas être compensé. Donc il y a aussi cet effet-là. Il y a une polarisation qui est issue d'une politisation négative par la Manif pour tous en premier lieu, autour du mariage pour tous, puis par le syndicat de la famille qui en a été la suite, de manière plus générale autour de tout ce qui relève l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et donc une mobilisation par ces groupes-là qui se sont organisés au niveau local, par exemple, pour harceler les établissements scolaires qui font les contenus qui, en principe, sont obligatoires des VARS, donc ces contenus d'enseignement. Ce qui fait que seuls 15% des élèves reçoivent effectivement ces enseignements. Donc ce mouvement-là est très organisé et très actif. Et du coup, il arrive à avoir une parole assez importante Mm. qui est relayée par quelques politiques, notamment du côté de l'extrême droite, particulièrement du côté de l'extrême droite. Et pour le coup, ils se sentent très libres dans leurs propos et ne se rendent pas toujours compte que, avec des propos pareils, forcément, il y a des passages à l'acte. Enfin, ils se rendent compte, pour être honnête, mais il y a des passages à l'acte, il y a des personnes qui utilisent ce discours-là Mm. pour exprimer leur rejet de la société dont ils estiment qu'ils sont exclus, pour exprimer un rejet de la modernité ou des valeurs Mm. libérales. Il y a aussi cette notion-là qu'on voit beaucoup dans la manière dont ces partis en parlent à l'est de l'Europe, autour de qu'est-ce que c'est que ces droits humains qui nous embêtent et nous, on ne s'y reconnaît pas, Merci. etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci pour ce témoignage également, Flora Bolter. Merci.